dans un tout nouveau vlog. Alors, je vous prends sous cet éclairage auquel il va falloir qu'on s'habitue. C'est l'automne, visiblement. On n'aura pas nécessairement les luminosités parfaites à chaque fois, donc il va falloir s'habituer aux petits grains de la luminosité douteuse. J'ai beau avoir des éclairages artificiels, c'est pas nécessairement suffisant, donc c'est comme ça. Un vlog, c'est un vlog. Alors voilà, ben écoutez, on commence une nouvelle semaine. Le lundi d'une semaine qui s'annonce clairement automnale. C'est gris, c'est frais, il pleut. On vient de basculer soudainement dans l'automne. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais bon. Alors, quoi de mieux quand même, cette température-là, en fait, pour lire. Et puis, ben voilà, je vais tenter de me plonger entre les lignes d'ouvrages qui me tiennent à cœur cette semaine. Alors, tout d'abord, j'ai essayé de me commencer une nouvelle lecture audio et j'ai entendu parler de cette série-là parce que j'ai vu que plusieurs des booktubers que je suis, là, je me souviens plus exactement qui, mais je pense 2 ou 3 de ma bande habituelle que vous êtes habitués de voir, en fait, je mentionne souvent, ont reçu le tout nouveau Vivek Asten, donc qui est disponible en Europe, et avec le format poche du premier tome d'une nouvelle série qu'elle a faite. Et c'est grâce à cette série-là que je me suis dit, j'aimerais ça pouvoir essayer Vivek Asten. Je trouvais que ça avait l'air un peu trop glauque pour moi dans sa première série d'enquête. Mais dans celle-ci, on va suivre dans le fond un nouveau duo d'enquêteurs. Puis j'avais l'impression que peut-être je pourrais tenter le coup. Alors, j'ai décidé de commencer en niveau duo le premier tome de la nouvelle série qui est Une écharpe dans la neige de Vivek Asten. Et je vous lis la 4e de couverture. Dans la station de ski d'Are, l'inspecteur Daniel Lindskog et Anna Hallander, récemment renvoyés de la police municipale de Stockholm, font équipe pour résoudre une affaire de meurtre maquillée en accident. Ils doivent faire vite, car le froid s'intensifie et une tempête approche. Donc, j'aurais pu lire ça un peu plus tard où est-ce qu'il y a de la neige, mais là, on a un temps un peu bizarre, puis je me suis dit pourquoi pas. Donc, je l'ai commencé. Jusqu'à maintenant, ben là, j'ai juste le prologue, fait que je peux pas vous dire grand-chose de la situation, à part que, visiblement, on est en effet dans une station de ski, et que de ce que je comprends, c'est qu'on trouve le corps d'une personne dans un télésiège, et j'imagine que ça va être le début de cette fameuse enquête-là. Et j'ai la version audio qui est chez Audiolib, je crois, et bon, la narratrice, pour le moment, ça va. Je me pose toujours la question parce que ça, c'est suédois, je crois. Puis je me suis posé la question, est-ce que je l'écoutais en traduction anglaise ou en traduction française? Ça reste que je vais l'écouter en traduction. Puis j'ai toujours un peu peur en traduction française quand on tombe dans l'argot. Là, ça ressemble un petit peu comme ça. On va voir pour la suite des choses. Puis la narratrice est correcte, mais on dirait que c'est sûr que là, dans le dernier vlog, je vous laisse en prendre connaissance, mais vous avez vu que ma dernière lecture audio, en fait, ce fut celle de Daniel Pénac. Donc, lu par lui-même, c'était vraiment un as de la lecture. Donc, c'est sûr que là, peut-être que le clash est un peu grand. J'en demande peut-être un petit peu trop à la narratrice. On verra bien. Si je vois que c'est trop pénible, peut-être que je pourrais voir si je peux la trouver en anglais, mais je ne l'avais pas trouvé facilement en accès. Je n'avais pas à ma bibliothèque, ils ne l'ont pas en numérique, en audio numérique. Donc, celle-là, là, j'y accède par Nextory. Parce que dans le fond, au Québec, la version en livre de poche, la version grand format est déjà disponible de ce titre-là. La version en livre de poche, elle va paraître à la fin du mois d'octobre. Puis, je ne sais pas si on a accès à la version audio, mais je ne crois pas encore. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, vous avez quand même la possibilité de lire le grand format et le format de poche tout bientôt. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler. Alors voilà, donc premier essai, on va voir si je m'y tiens. Vivek Asten, découverte d'une autrice de roman policier que je n'avais pas encore osé découvrir. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé la semaine? Ben, c'est plus la semaine dernière, mais en fait, il s'est passé un événement. Je me rends compte que je n'ai pas parlé dans le dernier vlog, mais il y a un événement. C'est pas grave. C'est juste que je regardais tellement plus ça que je voulais juste vous dire que j'ai atteint mon objectif Goodreads. Bon, c'est pas comme si c'était vraiment... j'en mets toujours un, plus pour me motiver, mais pas comme pour m'enfermer dedans. Donc, comme vous pouvez voir, là, je l'ai atteint. Je m'étais mis un objectif de 223 livres cette année. Je l'ai atteint début du mois d'octobre, donc c'est sûr qu'il va continuer. Je vais continuer à lire des livres, mais je ne vais pas augmenter l'objectif. Je vais le laisser comme ça. Moi, je compte tous les livres là-dedans.
Donc, je compte les albums, je compte les BD, les mangas. Pour moi, un livre, c'est un livre, une lecture, c'est une lecture, donc ça va. Les autres années, je lisais un peu plus de bandes dessinées et de romans graphiques et d'albums, ce qui fait que j'essayais quand même de gonfler un peu mon nombre de livres en conséquence, parce que je savais quand même que c'est des lectures qui me prenaient moins de temps, donc je me disais, je peux, dans le fond, en lire un peu plus en quantité. Là, cette fois-ci, cette année, je me rends compte que j'ai lu beaucoup moins de graphiques et beaucoup moins d'albums, ce qui fait que ces 223 livres-là, c'est pas mal des romans et peut-être de la poésie un peu et tout. Donc, je trouve ça quand même, je suis quand même agréablement surprise. Ce que ça prouve surtout, c'est que pour moi, la lecture audio a pris une grande place dans ma vie. Euh, au début, pour des raisons pratiques, parce que j'ai des déplacements à faire en voiture, j'habite en campagne, puis je trouvais ça agréable de pouvoir prendre ces moments-là que je n'aurais, comme j'habite plus loin, je dois consacrer du temps à des déplacements que si j'avais un emploi qui était proche, j'aurais pas à perdre, entre guillemets, en déplacement. Là, je me suis dit, plutôt que d'être grognon par rapport à ça, je peux aussi utiliser ça, puis me dire que c'est des moments pour lire, pour moi. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais par après, évidemment, plus ça va, plus on lit les livres audio, plus je vous dis, on a la piqûre. Quand on tombe sur des bons narrateurs, maintenant, je ne pourrais pas m'en passer. C'est ce qui me permet de lire au moins quasiment 2 romans par semaine, ce que je ne pourrais pas en livre papier. J'ai pas assez de temps pour ça en dehors du travail, en dehors de ma voiture quand je fais des déplacements, en regard de ma fatigue et tout ça. Donc, la lecture audio a vraiment une grande place là-dedans pour moi. Puis je trouve ça super intéressant. Donc, je vous dis, si vous n'avez jamais essayé d'être dans une situation où ça vous tenterait d'essayer de percevoir vos moments de déplacement autrement, mais ça pourrait être une option aussi. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Et enfin, je suis passée hier à la bibliothèque parce que, bon, aujourd'hui, on est une journée fériée, donc tout est fermé. Donc, je voulais être sûre que je récupérais ma réservation avant que ça soit fermé aujourd'hui. Et c'était le fameux tome 2 d'une série de mangas que j'ai commencé il y a pas longtemps, sur recommandation de, si je me souviens bien, Alex Bukina Prada, puis j'avais également vu Laura's Readings, qui l'avait beaucoup aimé. Donc, c'est le tome 2 de la série Hirayasumi de Keigo Shinzo, et c'est chez Le Lézard Noir. Donc, je sais pas si j'ai oublié le début de la quatrième couverture, parce que comme c'est un tome 2, je peux pas non plus trop vous, vous divulgacher, mais c'est Hiroto Ikuta, 29 ans, fruiteur, a hérité d'une petite maison de plein pied à Tokyo, dans le quartier d'Azagaya, où il vit avec sa cousine Natsumi, fraîchement entrée dans une université d'art. Donc, ces deux-là, donc ici, on a Hiroto, le jeune homme ici, et sa cousine Natsumi. Et Hiroto, quand il dit c'est un fruiteur, en fait, c'est que si je me souviens bien, il était, dans le premier tome, il y avait un emploi à temps partiel et il avait fini par rencontrer une personne âgée de qui à laquelle il s'était vraiment attaché. Une personne âgée qui était seule, puis qui avait comme juste décidé de passer du temps avec elle pour un peu la désennuyer. Puis elle avait comme un petit peu adopté, puis ça s'est tellement bien passé qu'elle a fini par lui léguer sa maison à Tokyo, qui est une petite maison, une bicoque qui a peut-être besoin un peu d'amour, mais lui, ça lui permettait d'avoir un appartement et tout ça, puis de pouvoir faire ses projets. Et comme il était à Tokyo, bien évidemment, dans le premier temps, il va recevoir sa cousine qui veut étudier justement en art à Tokyo et qui n'a pas d'endroit où aller, puis elle va habiter avec son cousin. Puis c'est vraiment un manga de tranche de vie, donc on va les suivre au quotidien. Hiroto qui essaie de... qui est bien content d'être dans sa nouvelle maison, qui essaie d'accueillir sa cousine au mieux, qui essaie de jouer un peu son rôle de cousin, mais sans trop l'envahir. En même temps, il voit bien qu'elle se cherche, qu'elle ne sait pas trop où elle s'en va. Et Atsumi? Natsumi, bon. En fond, comme je dis, on la suit beaucoup. Elle est beaucoup en rébellion quand elle arrive là. Elle n'a pas vraiment choisi d'habiter là. C'est pas qu'elle n'aime pas son cousin, mais elle aurait aimé être comme peut-être toute seule dans ses affaires. Elle se cherche, elle ne sait plus trop à qui se vouer. Puis on va voir les premières années à l'université. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Il y a de la pression qui est là, des amis qu'elle va se faire. Donc c'est super intéressant. Puis c'est pas... il n'y a pas d'action beaucoup qui vont se passer, mais c'est intéressant au niveau humain. Puis les dessins sont quand même bien, je trouve ça intéressant, c'est pas trop chargé. Donc moi, souvent, c'est ce que j'aime dans les mangas, je suis moins comme une irréductible des mangas. Disons que ça me prend vraiment quelque chose pour m'interpeller. Puis là, je trouve que les visuels quand même sont intéressants. Donc, j'avais juste décidé de continuer la série, puis là, ils ont reçu le tome 2 à la bibli, j'avais réservé et je l'ai. Donc, ça sera peut-être une lecture de cette semaine, je sais pas, je vais vous en parler. Et puis voilà. Donc, écoutez, mon Dieu, quelle longue entrée en matière.
je me suis dit, tant qu'à débuter un nouveau vlog, aussi bien le faire correctement. Alors, écoutez, on va se dire, allez, on se lance! Et c'est absolument incroyable, c'est absolument magnifique, c'est absolument bouleversant. C'est donc une lecture assez lente, c'est une lecture assez contemplative quand on se délecte. J'ai vraiment adoré et je le trouve absolument parfait pour la période de l'automne et de l'hiver qui arrive, parce que c'est un roman qui nous prend au tripes et qui nous fait voyager dans l'Écosse profonde, et ça c'est absolument magnifique. Hey, bonjour! Alors, je vous prends direct de la studio mobile, comme à mon habitude en milieu de semaine, pour vous parler de ma lecture terminée. Oui, j'ai terminé ma première lecture au 2 de la semaine. C'est assez impressionnant en fait, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est peut-être pas positif. Donc, je lisais Une écharpe dans la neige de Vivek Asten, qui était la première fois que je lisais un roman policier de cette autrice-là, une autrice suédoise. Et ça s'est lu très vite. Donc, c'est une plume qui fait en sorte que c'est assez fluide, on s'y retrouve relativement bien. C'est des chapitres très courts. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intrigue, donc ça avance très, très vite. Par contre, j'en ressors fort mitigée, c'est-à-dire que j'ai pensé de l'abandonner. C'est assez rare maintenant que je fais ça parce qu'habituellement, j'arrive à bien évaluer d'avance si ça va me plaire ou pas quand même si c'est une découverte. Là, dans ce cas-ci, j'ai essayé. Puis dès les premières pages, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on tombait dans l'action tout de suite, mais sans que les personnages aient vraiment eu le temps de se développer. Et ce que ça a donné comme résultat, c'est que après ça, toutes les réactions des personnages me sont apparues peu crédibles, dans le sens où ça m'apparaissait un peu plaqué, un peu convenu, un peu exagéré. On est quand même pas mal dans les clichés de, bon, dans le duo de policiers, il y a une jeune femme qui, dans le fond, doit quitter son poste dans la police à Stockholm parce qu'elle a essayé de se tenir debout pour une femme battue, mais qui malheureusement impliquait un policier de la brigade dans laquelle elle travaillait, et ça a été comme étouffé comme affaire, et on lui a comme un peu montré la porte. Donc, au départ, ça part avec une bonne prémisse. Par contre, c'est un personnage que j'ai vraiment pas réussi à aimer. Elle est très géniarde, elle est très... elle se plaint de sa situation, sa grande sœur, c'est une sœur parfaite, elle est pas bonne. Les hommes avec qui elle est, en plus, elle se fait jeter par son copain dès le départ. Elle réagit vraiment comme une enfant par rapport à ça, dans le sens où c'est terrible, mais je veux dire, elle a des actions qui sont très puériles par rapport à ça. Après ça, on dirait qu'elle se peut plus. Elle aime un peu comme se complaire dans justement l'absence de solution, puis que tout va donc bien mal. Puis, par contre, le second personnage qu'on va suivre, en fait, on va voir elle plus un policier qui s'appelle Daniel, qui est un policier à l'endroit où elle va finir par se retrouver, c'est-à-dire à Oure, dans la maison de sa sœur. Sa sœur parfaite va lui dire, ben là, va dans ma maison de campagne, on n'est pas là, reprends-toi, ressaisis-toi, puis ça va bien aller. Puis, dans le fond, lorsqu'elle va arriver là-bas, la personnage principale, elle va être témoin de la disparition d'une jeune fille qui va être retrouvée malheureusement morte peu de jours après, mais elle va comme avoir participé un peu à la recherche, puis elle va avoir soif de s'impliquer dans la police. Là, parce que le métier de policier lui manque, malgré comment ça s'est passé, où est-ce qu'elle était et tout. Donc, on va voir rapidement qu'elle va essayer de s'impliquer dans l'enquête.
Elle va rencontrer Daniel et Anton, qui sont 2 policiers à Oura, dans cette municipalité-là. Puis, simplement, c'est assez tranquille, mais là, ils sont un petit peu débordés parce que ça prend une ampleur assez gargantuesque, cette mort-là. Et puis, voilà. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que, bon, cette personnage-là particulièrement, j'ai pas réussi à avoir d'atome crochet avec elle. Puis là, je parle pas de d'accord ou pas d'accord avec le personnage, mais j'ai pas réussi à que je l'aime ou que je l'aime pas, mais on dirait que tout ce qu'elle disait, ça m'apparaissait plaqué. Parce que dans le fond, la mise en place des personnages n'a pas vraiment été faite. On est arrivé directement dans l'action. Puis c'est même la même chose pour tous les autres personnages secondaires. J'ai eu un peu plus de facilité à m'attacher à certains personnages secondaires de policiers, mais encore là, on aurait dit qu'on voulait vraiment que ça roule, puis de jouer sur les grosses émotions extrêmes, peu de nuances. Puis on dirait que chaque chapitre court, ça avait un rythme de série Netflix. Qui sort à toutes les semaines plutôt qu'on peut binge-watcher. Donc, excusez-moi, écouter en rafale. Donc, ça veut dire que c'est comme si à chaque fin de chapitre, ça se terminait un petit peu sur quelque chose qui était en suspens. Puis au début du prochain chapitre, on revenait un peu des fois, la plupart du temps, sur les actions du dernier chapitre, alors que ça faisait vraiment pas longtemps qu'on venait de quitter le chapitre. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des maladresses dans la structure. Est-ce que c'est volontaire? Peut-être. En ce qui me concerne, ce type-là de policier où on ne prend pas le temps de bien planter les personnages, de bien planter le contexte, ça fait en sorte qu'après ça, j'ai vraiment beaucoup de misère à y croire. Ça n'empêche pas que je l'ai lu complet, ça n'empêche pas que c'était intriguant quand même, c'était remuant. C'est plus comme un polar domestique presque, pour pas trop vous en dire. Et donc, oui, j'ai lu jusqu'à la fin. Non, j'ai pas deviné l'intrigue à l'avance. Ben, je me doutais un peu de qui était impliqué, mais j'ai pas découvert la chute tout de suite. Donc, dans ce côté-là, c'est bon. Mais le choix que l'autrice a fait d'avoir ce type-là d'histoire qui est comme un peu du consommable en surface, je sais pas comment l'expliquer autrement. Ça pourrait séduire d'autres personnes. Moi, ça m'a vraiment pas parlé. Donc, je suis assez mitigée / déçue là, de ma lecture, mais je suis contente d'avoir découvert Vivek Asten. Et si jamais vous en avez lu du Vivek Asten, je sais que c'est sa seconde série. C'est comme le premier tome de sa seconde série. Puis elle a été connue pour une autre série précédemment. Donc, dites-moi, est-ce que c'est parce que cette série-là, c'était le premier tome, puis ça l'a pas fait tout de suite, puis ça s'améliore après? Est-ce que j'aurais été mieux de tenter avec sa précédente série? Bref, pour le moment, je suis pas super motivée à de nouveau essayer du Vivek Asten, mais je suis ouverte à retenter le coup. Si vous me dites que c'est juste que je suis mal tombée, je n'ai juste pas fait le bon choix involontairement. Donc voilà pour, malheureusement, ma première lecture de la semaine. Et puis là, bien évidemment, ce matin, j'ai eu à prendre la décision à savoir est-ce que je prenais un autre livre audio. Puis là, j'avais vraiment pas le temps. Puis là, j'ai décidé de finalement me rabattre sur mon défi Read Christie 2023 du mois d'octobre, qui est un roman policier dont le moyen, en fait, l'outil, l'arme du crime est un couteau, donc en fait, qui implique que la cause du décès est une blessure par arme blanche. Et eux autres, ils y allaient avec Le Meurtre de l'Orient Express. Puis moi, je l'ai lu l'année passée, donc j'avais pas nécessairement envie de le relire. Puis les possibilités qu'il y avait autres de Agatha Christie, c'est toutes des histoires que je connais très bien. Et en fait, j'étais comme moins motivée. Mais finalement, j'ai décidé de me rabattre sur The ABC Murders. Donc, c'est pas tous les meurtres qui impliquent cette arme du crime-là, mais il y en a un qui implique une arme blanche. Et bien évidemment, c'était lu par mon savoureux Hugh Fraser. Donc, je me suis dit, allons-y. Ça se peut que je le garde en parallèle jusqu'à la fin de la semaine de vlog, puis que je commence une autre lecture audio quand même pour en avoir 3, parce que je suis contente de retrouver ça, mais j'aurais aimé ça me trouver comme une autre lecture plutôt à découvrir. Peut-être pas du policier, justement. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais prendre le temps un petit peu plus après le boulot de bien évaluer mes possibilités puis commencer une nouvelle lecture. Mais bon, je vais quand même vous redire un petit coucou en passant pour vous parler de où j'en étais. Alors voilà, ben on se dit à tout de suite.
Eh bien, bonjour. Alors, nous voici en ce vendredi matin. Petit classique. Je fais un petit point lecture parce que j'ai terminé finalement à vitesse éclair le fameux livre que je lis pour le Reach 50 2023 du mois d'octobre. Donc, c'est-à-dire un livre dans lequel il y a une des armes du crime qui est un couteau, donc qui implique quelqu'un qui est poignardé. Et cette fois-ci, j'ai un peu dévié de la suggestion, comme je vous disais, qui était proposée par le compte officiel d'Agatha Christie pour ça. Puis j'ai décidé de lire The ABC Murders, en français, ABC contre Poirot. Et je réalise en fait que je vous ai parlé de mon choix, mais que j'ai pas vraiment dit le résumé. Ça me semblait tellement évident, mais je vais peut-être juste quand même vous lire ce qui est dit en quatrième de couverture de l'édition francophone, c'est-à-dire pas beaucoup, mais je vais quand même vous le dire pour vous mettre un petit peu en contexte. Alors c'est parti. La retraite a ses charmes. Cependant, Hercule Poirot ne peut s'empêcher de temps à autre de reprendre du service, à condition bien sûr qu'il s'agisse d'une affaire hors du commun. Et quelque chose lui dit que cette curieuse lettre, signée ABC, risque de stimuler ses petites cellules grises. Alors, bon ben voilà, comme vous pouvez voir, ça en dit pas beaucoup, mais c'est correct. Ce que j'aime bien, c'est... En fait, ce livre-là, je l'ai relu, je connais l'histoire vraiment par cœur. Donc, c'est dur pour moi d'avoir une perception objective dans le sens où je réalisais par après que finalement, ça serait, si j'avais pas tant connu l'histoire, donc que c'était une relecture fréquente, ça serait un coup de cœur, c'est sûr. La raison pour laquelle c'est un coup de cœur, celui-là, c'est que c'est vraiment des bons Hercule Poirot. Puis je trouve que c'est un des romans d'Agatha Christie qui sort un peu des ornières. Donc, on va avoir ici une histoire avec de multiples points de vue. Donc, on va avoir principalement le capitaine Hastings qui va nous narrer cette affaire-là a posteriori, selon ses souvenirs, les souvenirs qu'il en a. Puis c'est identifié quand la narration vient du capitaine Hastings. Et on va suivre parfois, ça va dire « Ceci n'est pas un extrait des mémoires du capitaine Hastings ». Donc, on va suivre également parfois un autre personnage qui est en parallèle, qui semble être en parallèle à l'histoire. Certains autres personnages secondaires aussi vont faire la narration dans quelques fois. Et on va également découvrir, en fait, d'autres inspecteurs qui ne sont pas les inspecteurs classiques. Donc, cette affaire-là, qui, vous le devinez bien, part d'une lettre signée ABC, et qui, en fait, informe Poirot d'un futur meurtre à telle date, à tel endroit. Mais il ne dit pas le lieu exact, mais la ville, oui. Et ça va un petit peu se développer, évidemment, en une dynamique un peu Holmes Moriarty. Et ça va évoluer, ça va finalement mobiliser de plus en plus de ressources policières, entre autres. Et on va rencontrer, je crois que c'est l'inspecteur Crome, si je me souviens bien, mais je ne suis pas certaine, qui est quelqu'un qui travaille à Scotland Yard, qui n'est pas notre fameux Jap national qu'on aime beaucoup, qui se croit beaucoup, qui croit beaucoup en ses capacités. Mais en même temps, Hercule Poirot n'est pas quelqu'un de très humble. Donc, c'est lui qui va mener ça, puis il est habitué de mener ça, ces affaires-là, puis et bien évidemment, éventuellement, ça va évoluer tant et tant que Hercule Poirot, ça l'avait intrigué parce que tout d'abord, les lettres lui sont adressées. Donc, c'est sûr qu'il va toujours l'apporter à la police après, mais ça lui est adressé à lui. Donc, c'est sûr qu'il se sent interpellé. Mais il ne se mêle pas nécessairement de l'enquête officielle. Cela dit, il continue à poursuivre quand même sa réflexion. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus de suivre non seulement l'enquête de Poirot et Hastings, l'enquête officielle avec le fameux inspecteur qui pense qu'après lui, le déluge, on va également avoir l'opportunité d'avoir accès à une enquête un peu, entre guillemets, amateur. Donc, certains personnages secondaires vont également se lancer dans une enquête parallèle. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est une intrigue qui est proposée selon divers points de vue. Ça va vraiment entraîner le lecteur dans 850 directions différentes. C'est excellent. Puis, je trouve que cette fois-ci, c'est intéressant parce que Poirot est en effet, comme ça dit là, à la retraite, donc on le voit à la fin de sa vie. Il fait quand même référence à certaines des affaires qu'il a faites dans le passé. Et on voit qu'il y a l'esprit aiguisé. Puis c'est pas nécessairement une enquête où tout se déroule comme prévu, où tout va vraiment rapidement aller vers la classique structure du whodunit où Poirot arrive à la fin pour expliquer tout. Donc, je trouve ça intéressant parce que Poirot, il réussit pas nécessairement du premier coup pour pas trop vous vendre de punch. Alors voilà, si jamais vous n'avez jamais découvert ce titre-là, moi c'est un classique là, que je connais depuis longtemps, mais si vous ne l'avez pas découvert, j'ai réalisé que c'en est vraiment un bon à découvrir. Donc,
Gênez-vous pas. La traduction française ne doit pas être si pire parce que moi, quand je les ai découverts, j'étais jeune quand j'ai commencé à lire ça, puis j'étais pas bilingue à l'époque. Donc, j'ai lu en français, puis je pense pas que ça serait vraiment quelque chose qui va être horripilant. Là. Donc, vous pouvez vraiment y aller avec la traduction française si vous voulez. Moi, bien entendu, j'avais la belle version audio lue par mon préféré, Hugh Fraser, qui est tellement un interprète excellent. C'est surtout ça qui me marque. C'est pas parce que c'est un comédien et que je l'ai vu faire le Capitaine Hastings, c'est que il est capable de faire les voix de différents personnages sans tomber dans la caricature, en étant constant d'une voix à l'autre. Il est même capable d'imiter presque à la perfection l'interprétation de David Suchet d'Hercule Poirot. Il est même capable d'imiter un peu la façon dont l'inspecteur Japp a de parler. Je vous dirai pas comment ça se fait que je vous dis que l'inspecteur Japp est là. Bref, c'est vraiment une super version, mais c'est en langue originale. Donc, c'est sûr que ceux qui ne lisent pas en anglais, il faut quand même avoir l'oreille assez habituée là, pour pouvoir écouter ça en livre audio. Alors, voici pour ma lecture terminée. Maintenant, bien entendu, nous sommes vendredi, il me reste 2 jours de déplacement. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fameuse tergiversation classique. Qu'est-ce que je fais? J'ai passé une bonne partie de la soirée hier à penser, à regarder ma pile à lire, à me dire est-ce que j'ai là-dedans des choses que je pourrais trouver en livre audio? Ces temps-ci, je suis un peu à la limite de mes livres audio. J'ai des abonnements à des bibliothèques, j'ai des abonnements à des plateformes. Puis en ce moment, j'ai comme atteint un peu mes limites de toutes les plateformes. Ça va bientôt rechanger, c'est mensuel. Puis, dans les ressources de bibliothèque, il y a moins de variétés. Bien, il y en a, mais en ce moment, ça donne que c'est un moment où il y a peut-être moins d'acquisition. On est en fin d'année en bibliothèque, si vous ne le savez pas. Les budgets commencent habituellement à s'épuiser dans la fin de l'année. Donc, c'est sûr que c'est plus ralenti habituellement pour les acquisitions quand on arrive un peu plus dans ces mois-ci. Donc, c'est normal. Bref, j'étais un petit peu en mal de possibilités. Mais j'ai décidé, j'essaye. Là, je vous le dis maintenant, peut-être que ça va changer. Il ne faut pas m'en vouloir. Je vais essayer de lire un Camilla Grebe qui m'intrigue depuis un bout, que j'ai vraiment l'impression que ça va être un peu trop pour moi, mais en même temps, c'est encore une autrice suédoise. Je suis vraiment dans le suédois de ce temps-ci. Puis oui, c'est encore du policier, mais ça va être du polar nordique, pas du cozy mystery. On verra bien. Je vais essayer. J'ai emprunté la version en livre audio du premier tome de sa série pour les inspecteurs Peter et Anne. Puis, donc, c'est Un cri sous la glace de Camille Grévet. Puis, comme vous pouvez voir, la couverture, j'étais juste comme, genre vraiment une image majeure qui va comme un petit peu, ça me fait peur, ces couvertures-là. Mais ça fait longtemps qu'on entend parler, ça fait longtemps que je me dis que c'est trop, mais là, je me dis peut-être que ça pourrait valoir le coup parce que vraiment, c'est encore une fois un duo d'inspecteurs, un homme et une femme. Pourquoi pas, je vais essayer. Donc, voilà, je l'ai pris. Je l'ai pris en livre audio, je l'ai pris chez Audiolib parce que j'avais accès à un emprunt en bibliothèque. Jusqu'à maintenant, c'est assez lent comme début, puis la narratrice, c'est un petit peu neutre, en fond. Donc, c'est pas un reproche, là. Il y a des narrateurs qui font ce choix-là, puis c'est bien correct. Mais pour le moment, comme le rythme, justement, du début du roman est très lent, très descriptif, puis que la voix de la narratrice est neutre, pour le moment, je trouve ça un petit peu comme... Il faut que je me concentre vraiment pour pas perdre des bouts. On va voir comment je vais réagir à ça dans les déplacements, mais je vais tenter le coup. Si je ne suis pas trop traumatisée, je vais le terminer. Alors voilà où j'en suis. Et puis, ben, sinon, quoi d'autre, je ne sais pas trop. Je continue à écouter mes petits vlogs, comme vous voyez. C'est mes petits plaisirs pour nourrir un petit peu ma machine à idées, ma machine à souhaits, pour des livres potentiels à ajouter à ma pile à lire. Puis, ben, c'est ça, on essaie de faire... le mieux avec l'automne qui arrive d'un coup. Là, c'est bien, on a la luminosité comme vous voyez sur ma joue. Mais c'est dur un peu ces temps-ci, je trouve. Je sais pas vous, là, mais ça me prend du temps, me lever le matin, j'ai de la misère. Puis on n'a pas encore reculé l'heure. Nous autres, ici, on fonctionne avec l'heure avancée puis l'heure normale pendant l'hiver. On n'a pas encore reculé l'heure. Une chance qu'on la recule puis qu'on l'avance pas parce que je pense que j'aurais de la misère. Puis absolument, je suis pas si influencée par ça, la luminosité, mais là, on dirait que cette année particulièrement, c'est incroyable. Je pense que si je faisais juste m'écouter, je resterais comme sous la couette à juste comme dormir, mais dans la vie, il faut aussi travailler, n'est-ce pas? Alors écoutez, je vous reviens dès que je peux.
Et bonjour! Alors, me revoici en ce lundi 7 octobre, jour de congé et après une petite fin de semaine où j'ai profité pas mal de la fin de semaine avec mon amoureux pour qu'on puisse aller faire des petites balades comme vous avez pu voir dans les petites images précédentes. J'ai eu l'opportunité de trouver des zines à un endroit vraiment étrange. Si vous ne savez pas c'est quoi des zines, c'est des publications auto-publiées, artisanales, non distribuées dans des canaux réguliers. C'est souvent des prises de position, soit des convictions, des prises de position artistiques et tout ça. Puis c'est vraiment fait maison. Donc, ça m'a tellement surpris de retrouver des zines dans la boutique de la brasserie de Nam, mais c'était cool. Il y avait vraiment un bon gros choix. Et puis après ça, ben, je suis allée à la librairie Livre Lac Brome que vous connaissez depuis un bon bout de temps parce que je vous en montre souvent des images. Puis j'ai exploré, j'ai pas trouvé tant de choses, j'ai trouvé quelque chose pour mon chéri, mais moi, ben, finalement, j'ai trouvé des petits trucs pareils. C'est quand même. Fait que je vais vous montrer ça. Mais avant tout, je voulais quand même vous tenir au courant de où j'en étais dans ma lecture en cours. Cette semaine, c'est une grosse lecture que j'ai entreprise là, avec le Un cri sous la glace de Camilla Grebet. Où j'en suis? J'en suis à peu près à la moitié. J'aimerais vraiment ça le finir d'ici ce soir ou en tout cas au pire aller demain matin en livre audio. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais sans doute peut-être faire quelques petites lectures de graphiques. J'en ai beaucoup à la maison qu'il faut que je rapporte bientôt à la bibli. Donc, je souhaite en profiter pour faire quelques petites lectures pour pouvoir vous en parler, avoir un petit peu plus de suggestions de lecture à vous souffler. Puis en plus, c'est une journée où j'avais le goût de faire plein de trucs, mais c'est une journée où j'ai la pile à plat, comme on dit. Alors, c'est comme ça. Alors, je vais m'écouter, je vais faire des petites choses à la maison, puis on va prendre ça tranquillou. Alors voilà, donc, Un cri sous la glace, je me suis rendu compte que je vous avais parlé de Camilla Grebet, de tout ça, mais je n'avais pas parlé du résumé. Puis j'ai essayé de trouver un résumé en français qui en disait pas trop. Je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé la meilleure chose, mais en gros, on va suivre, comme je vous disais, là, c'était comme une série de... Je disais que c'était une série qui mettait en scène Peter, Anne, puis là, j'ai vu qu'il y avait aussi Emma. En fait, je ne sais pas si la suite de la série pour les Camilla Grebet va reprendre le même policier qui est Peter. Mais bref, je vais quand même vous mettre un petit peu en contexte. On va suivre une intrigue à 3 narrateurs. Donc, on va d'abord suivre la partie qui est de Peter, qui est un policier je dirais, un peu pas mal plongé dans la déprime, qui, on dirait, a de la misère un peu à bien vivre avec lui-même, mais qui est un policier de talent. Donc, il va avoir à essayer de régler une enquête particulière, en fait, un crime sordide qui a été découvert dans une maison, la maison d'un grand propriétaire de magasin de mode qu'on comprend être, entre guillemets, H&M. Mais bon, c'est pas une nécessairement tel quel, mais c'est ce genre de grands magasins de mode. Donc, ça a été trouvé dans la maison de ce propriétaire-là, une femme, malheureusement, qui est décédée et qui était décapitée et qui avait, dans une présentation assez particulière, un peu mise en scène. Et bien entendu, premièrement, comme le crime était horrible. Deuxièmement, comme ça se trouvait dans la maison de quelqu'un qui est très connu dans les cercles économiques et dans la sphère publique, bien évidemment, il fallait essayer de résoudre ça le mieux possible. Et malheureusement, il n'arrive toujours pas à mettre la main sur le propriétaire du magasin en tant que tel, qui est Jesper Ore, je pense, Jesper Ore. Donc, bref, ça, c'est la partie de Peter. Après ça, ils vont essayer peut-être de faire appel, c'est pas lui qui décide de faire ça, c'est un de ses collègues, de faire appel à une femme qui a étudié plus en criminologie, puis à qui ils ont déjà fait affaire dans le passé, ils ont déjà fait affaire dans le passé plus pour avoir des profils psychologiques pour des meurtres en série. Et c'est Hannah. Puis Hannah, c'est une femme qui vient d'apprendre à 59 ans qu'elle a visiblement une maladie qui semble affecter sa mémoire. On pense peut-être à Alzheimer ou à la démence, c'est pas clair. Et elle habite avec son mari qu'elle n'est plus capable de supporter. En même temps, elle est dans une croisée des chemins où elle se dit « Est-ce que j'ai vraiment le choix de rester là parce que je sais qu'éventuellement, je vais devenir de plus en plus dépendante et avoir vraiment besoin d'aide. » Et son mari est très contrôlant, il veut pas qu'elle dise à ses amis qu'elle a cette maladie-là, il veut pas qu'elle travaille et tout ça. Et elle va finir par se retrouver volontairement impliquée dans l'enquête. Mais ce qu'on apprend tranquillement, c'est qu'elle et
Peter, le policier, ont eu une histoire dans le passé qui s'est pas exactement bien terminée. Donc, ça, c'est la première prémisse. Et la troisième voie qu'on va suivre, c'est le personnage de Emma, qui est une vendeuse chez H&M, et on va la retrouver comme 2 mois avant les événements. Et on va comprendre que elle est en relation avec le propriétaire de H&M, Jasper Ouroche, celle que je l'ai dit tout croche. Et elle va vivre une relation assez intense avec lui. Et du jour au lendemain, il va disparaître, puis elle n'arrivera plus à le retrouver. Puis ça va faire en sorte qu'elle se retrouve dans une situation très démunie parce que elle va peu à peu perdre beaucoup de choses, son emploi, des biens de valeur, son animal de compagnie, bref, puis elle ne sait pas trop si le fait qu'elle ait décidé de mettre fin à quelque chose avec, en tout cas, de mettre son point de pied à terre par rapport à sa relation avec Jasper, est-ce que ça a un impact ou pas? Donc, on va suivre ça. Donc, on a deux temporalités au présent, avec quand même les deux dans le passé, qui sont celles du policier Peter puis celle de la profileuse Anne. Et on a l'autre temporalité qui est dans 2 mois avant, celle de Emma. Puis ce qui est particulier, c'est que chaque personne a des secrets. Puis à chaque fois, on se pose toujours la question, et on a toujours le meurtre qui a été découvert. On ne sait pas si ça a rapport. On se doute, on a l'impression on pense qu'on sait que. Il y a quand même une grosse zone d'ombre dans le personnage du policier Peter. Il y a une grosse zone d'ombre dans ce qui s'est passé dans le passé de Anna. Puis on ne sait pas trop ce qui se passe dans le futur d'Emma. Donc, à date, la structure, elle est très bien travaillée. Sachez que c'est un rythme très lent. Et il y a beaucoup d'introspection dans chacun des personnages. Donc, quand on arrive dans une voie de narration d'un personnage, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de quête de soi, mais plus dans le sens négatif du terme, dans le genre que beaucoup de déception, d'insatisfaction par rapport à la vie, par rapport à où on est rendu, des prises de conscience remuantes par rapport à c'est quoi notre place dans la société, tout ça. Donc, il y a beaucoup de ça avec l'enquête en parallèle, mais comme ça fonctionne vraiment par entrelacement, j'ai bien l'impression qu'on ne saura pas vraiment avant la fin qu'est-ce qui s'est passé. Donc, jusqu'à maintenant, je dirais que c'est assez rude comme plume. Il y a des moments où j'ai trouvé ça peut-être un peu longuet au départ, mais j'ai décidé d'accepter le rythme qui était proposé. Puis, je trouve ça quand même un peu sombre et sans issue jusqu'à maintenant, mais comme je suis juste à la moitié, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Donc, bref, c'est ce que je peux vous dire de ma lecture en cours. Et je vais quand même vous montrer mon petit haul involontaire, pas involontaire, impromptu, inespéré, inattendu d'hier. Donc, j'ai acheté 3 petits trucs. Alors, tout d'abord, à l'endroit où j'ai trouvé des zines de façon complètement surprenante, il y avait également un classique du roman graphique qui était le livre Destin de Otto Nuckel. C'est publié chez Ici-Bas. Puis je vais vous lire la 4e, mais en gros, c'est un roman graphique sans parole avec qui enchaîne ce qu'ils disent être des gravures sur plomb. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques gravures. Donc, je vais lire la 4e pour que ça vous donne un petit peu une idée, mais j'ai pas pu résister. Vraiment, je trouvais ça assez majeur. C'était pas un zine étrangement, mais ça m'a quand même marqué parce qu'au niveau visuel, c'était la signature visuelle était vraiment particulière. Donc, je vous lis ça. Aux côtés de Franz Masseril et Lind Ward, Otto Nuckel compte parmi les auteurs classiques du roman graphique sans parole, un genre créé dans les années 20 qui doit autant au cinéma muet qu'à l'expressionnisme. Dans Destin, en plus de 200 gravures sur plomb, l'artiste déploie la destinée tragique d'une femme née dans la misère, dont rien ne parviendra à la délivrer. Avec cet ouvrage époustouflant de maîtrise graphique et narrative, Otto Nuckel signe sans aucun doute son chef-d'œuvre. Donc, ça me tentait vraiment de le découvrir, c'est assez fascinant. Puis la gravure sur plomb, j'avais jamais vraiment, je me doute que ça peut exister, mais j'avais jamais vraiment expérimenté. Puis j'ai hâte de voir comment je vais pouvoir me laisser porter par une histoire où il y a des noms de chapitres, mais il n'y a pas du tout de texte. Mais ça, je suis pas déroutée parce que je suis quand même quelqu'un qui était un peu familière avec ça, avec Chantan, entre autres, puis ses opus sans parole. Bref, voilà. Et ensuite, à la librairie La Brome, j'ai pas pu résister à ça que j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais qui était comme à côté de la caisse, puis la personne, la vendeuse, en fait, la libraire me l'a comme un peu pointé en riant, puis finalement, j'ai fait comme, mon Dieu, je veux vraiment. C'est ça ici. Donc, c'est Recipes for Murders de Karen Pierce, et c'est publié chez Countryman Press, puis ça dit
66 recettes qui célèbrent les romans d'Agatha Christie avec une préface de John Curran qui a été un de ceux, entre autres, qui a fait, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, une biographie de Agatha Christie. Par contre, c'est quelque chose qui est non approuvé par l'Association d'Agatha Christie. C'est pas un livre avec des illustrations, sachez-le, mais c'est vraiment un livre avec des, je sais pas si je peux, ouais, comme par exemple ici, Drugstore Coffee Ice Cream Soda. Puis dans le fond, ici, ça fait référence à The Man in the Brown Suit. Il y a une petite citation qui dit A man, I suppose, would have had a stiff peg, but girls derive a lot of comfort from ice cream sodas. Donc, en fait, ça, ils mettent un petit peu une mise en situation dans le livre. Et la recette en tant que telle ici. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Puis, il y a quand même des choses intéressantes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Écoute, fait, je suis pas une grande cuisinière. Fait qu'est-ce que je vais vraiment faire des recettes? J'en ai aucune idée. Mais je trouvais ça trop chouette pour pas tenter le coup. Donc, j'essaie de voir si c'est pas quelque chose qui pourrait être... il y a une salade de homard, des canapés Diane dans le Three Act Tragedy. Il y a le Welsh Cakes dans Pourquoi pas Evans. Bref, c'est vraiment impulsif, mais ça m'a vraiment donné le goût. Et ensuite, j'ai découvert quelque chose, puis je ne savais pas, peut-être que tout le monde le sait, puis moi je suis juste dans le champ. Est-ce que vous saviez que en Angleterre, à l'époque victorienne, c'était une tradition de lire des histoires frissonnantes à la veille de Noël? Je ne savais pas. Et il y a une collection qui a été mise en place par, ça c'est Biblio Oasis, je ne sais pas si c'est une collection ou si c'est l'éditeur directement. C'est canadien en tout cas. Biblio Oasis. Ouais, je sais pas trop où ça a été fait, mais je pense que oui. Dans le fond, c'est qu'ils ont sélectionné plusieurs histoires frissonnantes de différents auteurs qui ont fait une collection qui s'appelle A Ghost Story for Christmas. J'ai pris celle de Arthur Conan Doyle. Donc, The Captain of the Pole Star. Donc, dans celui-là, puis à l'arrière, c'est vraiment cool, là. C'est vraiment à l'ancienne. Puis un petit côté genre Revive a spooky old Christmas tradition. Puis là, ils te mettent l'histoire, en fait, de ce que c'est. Dans le fond, c'est que le Pole Star, c'est un bateau qui va finir par être emprisonné dans les eaux arctiques. Et donc, va devoir s'arrêter à ce moment-là. Et la vie de tout le monde va bien entendu être en danger parce qu'ils vont être arrêtés dans des eaux glacées, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir survivre. Puis là, évidemment, toutes les superstitions vont un peu ressurgir, puis les gens vont commencer à dire qu'ils entendent des fantômes dans le noir. Moi, je trouvais ça super cool. Puis Arthur Conan Doyle, ben, bon, évidemment, comme il est connu pour Sherlock Holmes, mais je trouvais ça quand même vraiment chouette de pouvoir le découvrir autrement. Il y a quelques petites illustrations, mais ce que j'aimais, c'était vraiment le côté petit format. Il y avait vraiment plein de sites. J'aurais pu en prendre plein, là. C'était assez abordable quand même. Je pense que ça s'appelle The Haunted Bookshelf. Cool! Ça, t'as 10$ chacun, puis ça me tentait de toutes les acheter, mais bon, je me suis pas trop... Ouais, fait que ça dit que, ouais, c'est parti en Angleterre, cette tradition-là, mais que ça s'est perdu un peu quand on est arrivé ici au Canada, puis en Angleterre. Fait qu'il y a plusieurs auteurs, là, entre autres... Charles Dickens, qu'est-ce que je peux voir? Dans les images, j'avais vu celle de Marjorie Bowen, Daphné du Maurier, qui d'autres qu'on peut voir, qu'on pourrait connaître? Edith Wharton, Arthur Conan Doyle, Andrew Caldecott. Je sais pas, il y en a plein. Fait que ça me donne vraiment le goût. Si jamais j'aime ça, peut-être que je ferai m'en acheter d'autres. Alors voilà. Donc, ce furent mes petits achats de la journée d'hier qui n'étaient pas nécessairement, en fait, qui n'étaient pas du tout prévus, mais qui m'ont fait bien plaisir quand même. Ça fait partie de... Et voilà. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bien, comme je vous dis, on est quand même déjà pas mal avancé dans la journée, donc je vais voir ce que je peux faire pour l'après-midi. J'aimerais quand même ça pouvoir lire un ou deux autres petits livres, aller marcher un peu, donc je peux continuer à lire mon livre audio. Puis, idéalement, terminer Un Christ sur la glace, mais ça se lit bien. C'est juste que c'est pas un livre très long, je pense qu'il fait 360 pages. C'est juste qu'un livre audio, ça se lit très lentement. Mais comme c'est un petit peu plus troublant, des fois, je pense que je sais plus que je lise plus en numérique pour pas entendre la voix de la narratrice qui est excellente, justement. C'est juste que ça me met tout à l'envers d'entendre des fois certaines descriptions plutôt que de les lire. Donc, ben voilà. Écoutez, je vais vous reprendre dès que je peux, de toute façon, pour minimalement clore le vlog. Mais j'aimerais ça. J'espère qu'avant, je vais pouvoir vous reprendre pour vous parler de quelques autres lectures que j'ai faites. À tout de suite!
bonsoir! Alors, c'est dans mes atours très confortables et presque hivernaux que je vous dis un petit coucou. En fait, parce que j'ai finalement réussi à terminer ma lecture en cours, c'est-à-dire le très traumatisant Un cri sous la glace de Camilla Grebe. Euh, que dire, que dire? Je ne ferai pas vous dire beaucoup d'autres choses parce que je vous avais quand même pas mal mis les bases jusqu'à la moitié de ce qui se passait un peu dans l'intrigue. Et je peux vous dire que la deuxième moitié est encore plus haletante. Ça secoue les certitudes du lecteur jusqu'à la pas mal toute fin. On se doute un peu de ce qui potentiellement va se passer à partir de peut-être... en tout cas, moi, ça a été peut-être, il restait peut-être, je sais pas, moi, une cinquantaine de pages environ. Puis là, je me suis dit, ah, on s'en va là. Mais c'était non moins remuant. Donc, écoutez, c'est une autrice très habile, qui a une plume habile, qui a été capable de créer une intrigue complètement entrelacée, inextricable, qui déstabilise complètement les repères, qui est très troublante et alerte peut-être aux sensibilités, qui va aborder certains sujets. Bon, évidemment, comme vous avez pu voir avec la nature du crime, la violence un peu quand même tout de même. Le côté un peu aussi violence, puis peut-être manipulation ou domination domestique, potentiellement, santé mentale, deuil, détresse. Donc, il y a beaucoup de ça. Donc, juste, je peux mieux vous le dire. Mais c'est ça. Donc, écoutez, c'est en effet tout un édifice de thriller qu'elle nous offre là, Camilla Grebe, parce que je pense que c'est quand même... Mais c'est étrange, parce que c'est un polar nordique, parce qu'en tout cas, c'était un peu le cliché du polar nordique. Je vous disais que c'est quand même un rythme lent, étrangement. C'est à la fois lent et haletant, c'est-à-dire que on a les 3 points de vue narratifs qui font en sorte que, justement, ça va complexifier toutes les choses pour essayer de nous faire voir les choses de différents, la situation de différents points de vue. Et, on passe beaucoup de temps dans l'introspection quand on est dans la voix de chacun des personnages, mais en même temps, l'enchaînement des narrations va faire en sorte que vers la fin, quand même, les péripéties vont commencer à s'accumuler de façon de plus en plus rapide. Donc, il va y avoir un peu moins de temps sur l'introspection. En même temps, il y a quand même toujours des sauts dans le passé pour expliquer potentiellement remplir les morceaux du casse-tête qu'on a un petit peu, qu'on voit un peu apparaître tranquillement au fur et à mesure des pages. Donc, c'est extrêmement habile, c'est très bien fait. C'est très sombre. C'est pas tout à fait pour moi. Ça a été à la limite de ma tolérance parce qu'en plus, il y avait des choses qui me troublaient particulièrement en raison de mon bagage personnel. Donc, en plus, c'était plutôt difficile, mais je suis quand même contente d'avoir pu quand même en lire un de ces livres-là. Je pense pas que je vais avoir la couenne assez dure pour en lire d'autres. C'est pas que c'est pas gore, c'est pas sanglant, mais c'est très tordu, c'est très remuant, puis moi, c'est ça qui, des fois, va comme... faut que je sois capable... Il y a un dosage qui est très... La ligne est très mince pour moi entre le envoûtant et ce qui peut me faire basculer un peu trop, là, donc j'aime pas trop ça des fois. Mais vraiment une autrice excellente, si jamais vous voulez vous essayer avec un polar suédois, puis que vous avez... l'âme bien accrochée à la barre. Alors, pourquoi pas? Donc, pour moi, c'est pas un coup de cœur, mais juste parce que ma sensibilité, ça a été trop pour moi. Mais en ce qui me concerne, mon expérience de lectrice, c'est ça qui a un peu joué sur la balance. Mais sinon, pour le reste, j'aurais eu tendance à dire peut-être un peu de lenteur pour moi au début, mais sinon presque une note parfaite pour la plume. Donc, si jamais ça vous dit de tenter le coup et d'oser Camilla Grebe, lancez-vous. Après, j'ai eu besoin vraiment de me changer les idées quand même un peu pour essayer de revenir dans le réel, puis de sortir un peu de mon état de... J'étais tétanisée un peu vers la fin. Et j'ai finalement dévoré les 2 tomes que j'avais à la maison de la série Space Boy de Stephen McCraney, c'était publié en français chez Achilleos.
tome 9 et 10 d'une série, je peux pas beaucoup vous en parler. J'en ai parlé dans des vlogs précédents quand je les ai eus à la bibliothèque. Je ferai peut-être pas encore de nouveau un résumé de la série parce que j'en ai fait plusieurs fois, donc je vous invite à aller voir. Je pense que c'est il y a 2 vlogs que j'en avais beaucoup parlé. Sachez que la seule chose que je dis toujours à chaque fois, c'est qu'il faut pas se fier sur le côté très comique action qui pourrait nous apparaître comme en surface, super-héros, superficiel. On est vraiment dans quelque chose. Puis là, comme je vous dis, plus ça allait, à partir du tome 6, il y a une grosse mise en place du tome 1 au tome 6 du contexte, qu'on comprend un peu de plus en plus quel est le contexte, à quel point c'est peut-être pas aussi lisse que ça peut en paraître en surface. Et là, plus ça va, puis plus on bascule vraiment vers une pas une dystopie, mais une science-fiction grinçante. Pas un space opéra non plus, mais on a quand même la notion d'espace qui revient de plus en plus dans les tomes qui suivent. C'est tellement excellent. C'est quasiment toujours des coups de cœur à chaque tome pour moi. Depuis le tome 6, j'ai adoré ça. Boudez pas votre plaisir. C'est comme je vous disais, là, vraiment, je vais essayer de voir si je peux pas vous... Je vais vous trouver des images, mais c'est parce que comme là, on avance beaucoup dans la série. Je ne voudrais pas non plus vous divulgacher des choses, mais il ne faut pas vous fier sur le fait que ça fait très kapoum pow, comme mettons comme ça ici. C'est juste un choix qui a été fait par rapport au visuel. On s'approche un peu du style presque japonais, mais c'est tellement excellent, puis ça pousse vraiment la réflexion plus loin. Et puis vraiment, jusqu'à maintenant, là, les tomes 9 et 10, je pense que c'est mes préférés, mais je pense que je dis ça quasiment à chaque tome, comme je vous disais depuis le tome 6, mais c'est que là, on commence vraiment à bien comprendre qu'est-ce qui a amené, quel est le contexte d'un des personnages qu'on suit depuis le début, et puis à quel point, en tout cas, à quel point ça peut avoir un impact pour la suite des choses. On voit l'envers du décor, on voit qui sont les méchants et les gentils, mais on n'est pas encore sûr si les méchants sont vraiment méchants, si les gentils sont vraiment toujours gentils. C'est ça qui est intéressant. Et puis, bien évidemment, le tome 10 se termine sur une espèce de cliffhanger terrible. Ça se termine, puis j'ai fait comme « Oh non! » tout haut dans mon salon. Parce qu'évidemment, en tout cas, je ne sais pas, à moins que le tome 11 s'en vienne bientôt, peut-être en Europe, mais au Québec, les tomes 9 et 10 viennent tout juste de paraître. Donc, bon, il existe en anglais, là. Si je veux vraiment les lire, je peux les lire en anglais, mais pour le moment, je vais essayer de m'en tenir au rythme de la parution des traductions françaises, puis c'est très bien fait, là, c'est pas, je veux dire, il y a un peu d'argot, mais c'est pas si pire que ça, on est quand même vraiment dans quelque chose d'acceptable, donc, je sais pas, ça, c'est définitivement, là, vous avez pas lu encore la série, là, il faut pas se retenir, même si c'est sûr qu'il faut quand même avoir une bonne tolérance à la science-fiction, mais on n'est pas non plus dans comme le pur science-fiction robot. C'est quand même assez accessible. C'est des humains là, quand même. Puis on n'est pas non plus trop dans trop de créatures weird ou tout ça. Là, donc ça vaut la peine. Même si c'est pas tout à fait de votre taille habituellement, je pense que ça vaut la peine de tenter le coup. Puis enfin, j'ai terminé moi, mes lectures du vlog sur une déception, clairement, mais ça me surprend pas. Je me suis dit que j'allais le faire parce que dans le fond, c'était une adaptation en 3 tomes, puis c'était le 3e tome de 3, donc je me suis dit que j'allais le faire. Mais c'est toujours un risque. C'est l'adaptation en BD de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est adapté par Aurore. C'est aux Productions Soleil. Donc, c'est une série en 3 tomes. Je pense que ce qui... Bon, ben, ça reprend quand même assez fidèlement, finalement, l'œuvre de Jane Austen. Ça, par contre, on peut pas enlever ça. Ce qui me dérange beaucoup là-dedans, je dirais, c'est que c'est un choix artistique. Là, je veux dire, je peux pas un jugement. En tant que choix artistique, c'est très bien fait, mais moi, ça me dérange parce que pour moi, c'est un peu comme un anachronisme, mais que c'est vraiment un visuel qui est plutôt de style manga ou de style japonais, puis je trouve que ça... des fois, ça va comme souligner à grands traits des émotions qui n'ont pas l'air d'être vraiment transmises par les visuels, parce que c'est tout à fait dans l'idée du style. Et puis bon, on aurait pu se dire que ça pourrait être tout à fait adéquat parce qu'à l'époque, justement, il fallait dissimuler ses émotions dans cette époque-là, de l'époque de Jane Austen. Mais on dirait que je suis pas certaine que ça fonctionne bien. J'ai quand même apprécié que des fois où on côtoyait un peu des paysages de style quasiment aquarelle
avec des bulles ici comme ça, plus standard. Ça, j'ai bien apprécié ça. Puis il y a aussi eu, là, j'en viens d'en voir un, il y a des fois où on avait beaucoup d'actions qui s'enchaînaient. Puis on avait un peu le principe que j'avais vu dans ben, pas pareil, là, mais dans la tête de Sherlock Holmes, je pense, c'est ça. Oui, je vais vous mettre les petites vignettes ici. Un peu ce principe-là, quand on a plusieurs déroulements à faire, qu'on fait une espèce de ligne de temps visuelle, mais je trouvais ça cool, là, c'est comme un ruban un peu pour l'époque. Puis ils l'ont repris plusieurs fois là, vers la fin parce qu'ils essaient de faire avancer l'action plus vite. Voyez-vous qu'on suit le ruban pour suivre, dans le fond, le déroulé là, de l'action. Donc, je trouve ça intéressant. C'est sûr que pour une adaptation BD, c'est quand même un tour de force parce que Orgueil et Préjugés, c'est un roman qui est très conséquent. Puis là, ben, c'est en 3 tomes de. Je pense que c'est 48 pages. Je me souviens jamais c'est quoi pour les. Ouais, quelque chose comme ça, 48 pages. Donc, c'est sûr que c'était. Vu qu'ils ont voulu rester vraiment fidèles, il a fallu qu'ils fassent vraiment. Qu'ils enlèvent beaucoup de choses, puis qu'ils gardent juste l'essentiel. Ce qui fait peut-être que c'est pour ça que. Moi, c'est parce que je connais vraiment l'histoire par cœur que c'est correct, mais je suis pas sûre que quelqu'un qui connaît pas du tout Orgueil et Préjugés, qui n'a jamais lu les livres, qui n'a jamais vu même des séries à la limite pour au moins que ça lui donne une idée, ça se fait qu'ils sont un peu perdus parce que ça va vite dans ce 3e tome-là. Ils en passent vraiment beaucoup, puis c'est chargé de textes. Là. Je vais essayer de vous montrer un peu un exemple. Ça, c'est un exemple qui est incroyablement dense. Là. Je ne sais pas si vous avez le nombre de bulles qu'il y a. C'est toujours un peu le danger dans les adaptations de romans graphiques. Donc, écoutez, pour ça, bon, ça n'a pas été, c'est pas la catastrophe, mais disons que ça a été une lecture correcte, mais sans plus. Je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé ça. Mais moi, ça l'a pas fait pour moi, donc cette adaptation-là, pour moi, malheureusement, c'est pas tout à fait joyeux et heureux pour moi, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vais avoir complété cette relecture-là en format roman graphique. Et bien, sur ces bonnes paroles, ben, je vais vous dire un petit au revoir. J'espère que le vlog que vous avez passé du bon temps avec moi. J'ai avec moi que vous avez découvert 2 autrices de polar suédois, je pense même. Oui, je pense que je suis dans la Suède dans les 2 cas, il me semble. Camilla Grebe, Vivek Astem. Donc, je me suis plongée dans les 2 cas. Ça a été pour moi 2 expériences intéressantes pour différentes raisons. Est-ce que je vais poursuivre les séries? Je ne sais pas, mais je suis contente d'être quand même sortie de ma zone de confort. Puis après ça, de m'être réfugiée dans du réconfortant pour les romans graphiques. Alors, j'espère que vous aurez peut-être pu prendre en note certains titres. Puis sinon, est-ce que vous avez déjà lu du Camilla Grebe? Est-ce que Vivek Astem aussi, vous l'avez lu? Est-ce que Camilla Grebe, ça respecte vos limites de sensibilité? Est-ce que c'était trop, pas assez? Je surtout pas pour vous manifester en commentaire, ça va me faire plaisir. Puis si ça vous a plu, c'est sûr qu'un peu de soutien avec un petit pouce en l'air, un abonnement, surtout des partages sur les réseaux, c'est toujours bien apprécié. Mais bien entendu, moi, je vous retrouve à chaque semaine pour le plaisir de toute façon. Alors, ben, je vous souhaite d'excellentes lectures, puis surtout, je vous dis à la prochaine.